Bonjour, j'ai lu ce très court bouquin de Jean Birenbaum qui s'appelle « Le courage de la nuance ». J'ai beaucoup aimé et je tenais absolument à vous en parler. Pourtant, ce livre, il ne parle pas de communication, d'affaires publiques ou d'influence, mais on peut en tirer énormément d'enseignements quant à la manière, notamment pour les entreprises, mais également pour les politiques, de participer au débat public, d'imaginer, de déployer des stratégies d'influence et de communication. Plus globalement, il nous interpelle quant à ce qui fonde ou devrait fonder notre pacte social et notre capacité à vivre ensemble. Parce qu'en effet, aujourd'hui, avec les chaînes d'infos en continu, les réseaux sociaux, la pression de l'audience et, il ne faut pas hésiter à le dire, l'abaissement du niveau intellectuel moyen, on a vraiment le sentiment d'être condamné ou enfermé dans la culture du clash, de la confrontation, de l'anathème et de l'hystérisation. Le débat a laissé place à la confrontation. La pensée complexe cède le pas à l'idéologie et la nuance s'efface derrière la facilité du prêt-à-penser. Et les exemples sont infinis. Questions environnementales, nucléaires, identitaires, politiques, économiques, sanitaires, médicales, géopolitiques, agricoles, industrielles, médicales. Enfin, soit on est dans le camp du bien, soit on est un salaud. Dans ce contexte de brutalisation du débat public, et alors que le monde est de plus en plus complexe et que les enjeux auxquels nous sommes confrontés requièrent une rigueur intellectuelle renouvelée, comment faire passer des idées? Comment convaincre sans contraindre? Comment faire bouger les lignes et gagner en influence? Alors revenons rapidement à ce bouquin. Qui est Jean Birenbaum? Très rapidement, c'est le directeur du Monde des livres, c'est un essayiste, un écrivain, il a publié des ouvrages très intéressants. Et c'est un ouvrage qui est super court, vous pouvez le lire en moins d'une après-midi. On n'y apprend pas grand-chose au sens où ce n'est pas un livre qui produit de la pensée, qui développe une thèse ou qui affirme, qui martèle une proposition ou une position, mais c'est un ouvrage qui fait un bien fou. Il revient sur la personnalité, les textes et la production littéraire ou intellectuelle de 7 auteurs très différents que j'ai eu moi personnellement le plaisir de lire et ce que je vous encourage à faire. Alors il va parler d'Albert Camus, de Georges Bernanos, de George Orwell, d'Hannah Arendt, de Raymond Aron, de Germaine Tillon et de Roland Barthes. Moi, il y a juste Germaine Tillon que je n'avais pas lu, mais tous les autres, vraiment, c'est des super auteurs et je vous encourage à les lire. Il explique comment chacun d'entre eux a su préserver son honnêteté intellectuelle, accepter la complexité des situations, s'ériger contre son camp parfois, faire même preuve de dissidence ou d'une certaine forme de rébellion. Et les exemples qu'il donne avec Bernanos, Orwell ou Hannah Arendt sont sans doute les plus éclairants. Par exemple, Georges Bernanos, qui est un écrivain monarchiste, anti-républicain, catholique, conservateur, qui a été élevé en lisant la libre parole de Drummond, qui est le truc le plus antisémite qui soit. Il était en Espagne, dans les Baléares, au début de la guerre d'Espagne, quand il y a eu le soulèvement franquiste, et il a très vite vu les massacres commis par les troupes franquistes, et il a publié un bouquin qui est absolument magnifique, qui s'appelle « Les grands cimetières sous la lune », où il s'érige contre ces massacres, et il prend position contre son camp, alors que lui-même s'était félicité du soulèvement franquiste. Et ça lui a valu beaucoup d'animosité. George Orwell, il fait pareil, c'est-à-dire qu'il prend, là aussi avec la guerre d'Espagne, il s'engage, c'est un journaliste socialiste, il s'engage dans les brigades internationales, il va combattre contre les troupes franquistes et il voit très vite émerger le stalinisme, le communisme qui va exclure les courants divergents au sein du camp républicain et il a publié ce magnifique ouvrage, Hommage à la Catalogne, et ainsi qu'un grand nombre d'articles et il attaquera ou en tout cas il se plaindra de la position de beaucoup de journaux qui, à son sens, n'étaient pas du tout objectifs, y compris et surtout des journaux de gauche. Et Hannah Arendt, elle, quand elle va à Jérusalem pour couvrir le procès Eichmann, pour le New Yorker, elle publie des papiers qui ont fait beaucoup de bruit et elle a publié ce magnifique ouvrage qui s'appelle Eichmann à Jérusalem, sur le procès de Eichmann, où elle prendra des positions, elle parlera de la banalité du mal, elle ridiculisera, elle aura même presque de la pitié pour Eichmann, elle le trouvera risible. Et ça va lui valoir beaucoup d'animosité, y compris et surtout dans la communauté juive. Alors, quand on est une patronne, quand on est un patron, une femme ou un homme politique, un communicant ou un lobbyiste, comment peut-on s'inspirer de ces figures tutélaires? Peut-on transposer dans la vie publique et économique d'aujourd'hui leurs approches respectives? Est-ce qu'on peut ériger la nuance, la sincérité et la tempérance en principe d'action? Eh bien, moi je pense que oui.
Je l'ai dit au début de cette vidéo, le débat public est aujourd'hui à la fois saturé, hystérisé et brutalisé. Si vous prenez la parole pour dire quelque chose, de surcroît de sensé, de nuancé, il est fort probable que vous n'émergiez pas et que vous soyez noyé dans la masse. Et si vous sortez du lot, le risque est grand que vous déclenchiez une tempête de réactions toutes plus haineuses les unes que les autres. Exemple. Je suis un patron et je prends position contre la levée des brevets des vaccins contre la Covid. Même si en tant que patron, vous le faites en conscience parce que vous considérez que c'est une fausse bonne idée en matière d'intérêt général et que vous donnez des arguments pertinents, vous êtes sûr de vous faire agonir d'injures. Idem, si vous prenez position pour un usage raisonné du glyphosate, du plastique, d'huile de palme ou du nucléaire, et alors, si vous dites que les ventes d'armes peuvent contribuer à la paix et à la sécurité collective, alors là, vous êtes sûr de finir en enfer. Donc, comment fait-on pour restaurer un petit peu de nuance dans le débat public? Moi, je pense très sincèrement que les entreprises, les femmes et les hommes qui y parviendront, seront celles et ceux qui seront le mieux capables d'articuler une certaine forme de radicalité dans leur modalité d'engagement, dans leur modalité de prise de parole, avec un contenu nuancé et pondéré. Donc voilà, le combo gagnant, c'est la radicalité dans les formes d'engagement et la subtilité dans les contenus qu'on est capable de promouvoir et de propager. Quand j'étais étudiant à Sciences Po, par exemple, j'ai réussi à faire de Sud étudiants, un syndicat qui était quand même ultra clivant et super engagé, et ben j'ai réussi à en faire le premier syndicat de Sciences Po. Et c'est pas parce que les étudiants étaient tous des gauchistes, pas du tout. C'est parce qu'on avait réussi, je pense vraiment à la perfection, à articuler radicalité dans les modalités d'engagement et non-extrémisme sur le fond. Et on bossait. Aujourd'hui, je fais beaucoup de politique, je fais des réunions publiques, du porte-à-porte, du tractage sur les marchés. Les gens sont souvent hermétiques au premier abord, il faut vraiment arriver à les accrocher, c'est pas facile, il faut capter leur attention. Être un peu radical ou original, c'est devenu vraiment indispensable pour y parvenir. Et une fois que c'est fait, une fois qu'on a percé un peu la glace et que l'on a loué le contact et capté l'attention, alors on peut commencer à discuter du fond, raisonnablement, de façon constructive, y compris sur des sujets complexes. Alors, chères entreprises, chères femmes et hommes politiques, ne renoncez pas à la nuance, s'il vous plaît. Essayez de tenir bon. Ne cédez pas à la facilité du prêt-à-penser, du dogmatisme, de la langue de bois ou du corporate bullshit. Au contraire, soyez honnêtes, soyez sincères. N'hésitez pas à vous engager et à vous exposer. Mais faites-le avec authenticité, avec un contenu de qualité. C'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus exigeant, mais c'est 1000 fois plus efficace et gratifiant pour vous. Je pense vraiment que c'est la seule façon de contribuer de façon positive au débat public, d'avoir de l'influence et de faire avancer vos idées ou vos intérêts. Vous me répondrez, et vous n'aurez pas tort, que c'est un peu osé de ma part de parler de nuances quand on a fondé une boîte qui s'appelle Clashman Corp. Alors permettez-moi, très rapidement, en quelques mots, quelques secondes, d'expliquer ce mot qui est pour le moins syncrétique. Clash, c'est pas pour le clash, c'est en hommage au groupe The Clash, qui est un groupe mythique qui a apporté la musicalité au punk, puisé son inspiration dans de multiples genres, transformé le nihilisme en combat politique et laissé une trace indélébile dans l'histoire du rock. Et les Clash, ils ont été clivants, mais surtout ils ont été inspirants. Et aujourd'hui, ils sont même devenus consensuels. C'est une véritable consécration. Man, c'est pour Ironman, la distance reine du triathlon longue distance, une épreuve qui requiert de l'engagement, de l'endurance, de la constance, de la motivation, de la détermination, de la concentration et une devise, anything is possible. Alors moi ma devise en 4 points, c'est interpeller pour surprendre et capter l'attention, convaincre en développant des contenus et des arguments fondés et de qualité, mobiliser pour impliquer les gens et les faire adhérer à votre cause, et enfin rassembler pour bâtir de nouveaux consensus et asseoir ce que Antonio Gramsci appelait une nouvelle hégémonie culturelle. Voilà, j'espère vous avoir convaincu de lire cet excellent ouvrage, Le courage de la nuance de Jean Birenbaum, et n'oubliez pas, ayez le courage de la nuance, il n'y a rien de plus radical. Merci, ciao.